Lorsque la Russie a décidé de lancer son opération militaire spéciale, cela s'est déroulé sur environ 8 jours. Et pendant ce processus de 8 jours, on a constaté une augmentation des violations du cessez-le-feu. Au début, je me suis dit que c'était peut-être les Russes qui préparaient leur propre offensive. Mais ensuite, en examinant de plus près les rapports officiels de l'OSCE, j'en ai conclu qu'il était très probable que ce soit les Ukrainiens qui, à ce moment-là, provoquaient. J'ai obtenu cette information de 2 sources différentes, qui se trouvaient dans l'oblast de Louhansk, au moment où tout a commencé. Et puis en regardant les statistiques, la seule chose qui soit fiable, à 100%, ce sont les données des caméras la nuit. En fonction de l'emplacement des caméras, je savais qui bombardait qui. À chaque fois que nous avions cette discussion, les observations des caméras de nuit, c'était principalement les lignes ukrainiennes qui bombardaient les lignes séparatistes. Donc, la conclusion était que c'était très probablement l'armée ukrainienne qui avait organisé cette provocation, comme si elle voulait que la Russie attaque. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Benoît Paré, officier de réserve de l'armée française et ancien analyste au ministère de la Défense. Plus important encore, M. Paré a travaillé pour l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, dans le cadre de la mission de surveillance du cessez-le-feu dans l'Est de l'Ukraine. Il a également écrit un livre sur ses expériences dans le Donbass, intitulé « Ce que j'ai vu en Ukraine, 2015 à 2022, journal d'un observateur international ». C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, Monsieur Paré, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté, car je me pose des questions sur la mission de l'OSCE et sur les personnes qui y travaillaient sur le terrain depuis longtemps, car vous étiez assez nombreux. Il y avait du personnel de l'OSCE des 2 côtés de la ligne de front avant 2022, avant la guerre totale que nous voyons aujourd'hui. On oublie souvent qu'entre 2014 et 2022, il y avait déjà beaucoup de tirs et de bombardements, et qu'environ 14 000 personnes, 14 000, sont mortes pendant cette période, ce que nous oublions souvent aujourd'hui. Pourriez-vous peut-être commencer par nous expliquer quelle était la structure de votre mission, quand vous y êtes allé, où vous étiez stationné, et quelle était votre motivation pour faire cela? D'accord. Donc en gros, cette mission s'appelait la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine. Elle a été créée le 21 mars 2014, juste après la prise de contrôle de la Crimée par, prétendument des troupes russes, ou disons, juste après les manifestations massives qui ont eu lieu en Ukraine, à la suite de ce qui a été présenté à l'époque comme une révolution en Ukraine, mais que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui comme un coup d'État qui a eu lieu en février 2014. Ce coup d'État a déclenché une réaction en chaîne avec des manifestations massives dans les régions majoritairement russophones d'Ukraine, ce qui a également conduit à la crise de Crimée. La Crimée a décidé en gros d'obtenir son indépendance vis-à-vis de l'Ukraine, avec l'aide, nous pensons, de la Russie. Ainsi, les membres de l'OSCE, qui en fait est une organisation regroupant tous les pays de l'hémisphère nord, pour simplifier, c'est-à-dire tout le bloc occidental, plus les pays issus de l'ex-Union soviétique. Et le Japon est en réalité une sorte de membre associé, pas un membre à part entière, mais un membre associé. Bref, ces pays ont donc décidé de lancer une mission d'observation sur le terrain. Notre mandat initial était de favoriser la paix en encourageant le dialogue sur place, en rendant compte des événements liés à la sécurité et en surveillant la situation des droits de l'homme. Tel était le mandat initial.
Permettez-moi d'ajouter, d'un point de vue juridique, que le rôle de l'OSCE était censé être de surveiller ce qui avait été convenu dans les accords de Minsk, n'est-ce pas? Vous avez les accords de Minsk. Les accords de Minsk ont été signés par la suite. Au départ, la mission de l'OSCE n'avait rien à voir avec les accords de Minsk, car elle disposait de son propre mandat. Pour les personnes qui achèteraient mon livre, j'ai d'ailleurs reproduit en annexe le mandat de la mission de l'OSCE. Il est important de le préciser, car lorsque j'ai moi-même rejoint la mission, j'ai intégré une unité spécifique, appelée l'unité dimension humaine. L'unité dimension humaine n'était pas spécifiquement chargée de surveiller les accords de Minsk. Nous étions principalement chargés de surveiller les violations des droits de l'homme, ce qui faisait partie du mandat initial de mars 2014. J'ai moi-même rejoint cette mission en juillet 2015, mais une fois la mission créée en mars 2014, la situation sur le terrain a rapidement évolué en conflit militaire. Pourtant, la mission de l'OSCE n'était initialement pas censée être une mission d'observation militaire. Elle devait être une mission purement civile. Mais lorsque les déplacements ont commencé dans le Donbass, à partir d'avril, les premiers observateurs de l'OSCE qui y ont été envoyés, certains d'entre eux ont été pris en otage. Ils ont été arrêtés par différents groupes, principalement dans l'oblast de Luhansk, car l'oblast de Luhansk était, pour être franc, vraiment dans un certain désordre à ce moment-là. Il y avait de nombreux groupes qui étaient, vous savez, ce que nous appelons en Ukraine, des Cosaques, des groupes Cosaques. Et les Cosaques, ce que j'ai découvert plus tard, sont très indépendants de tout pouvoir. Ils ne reconnaissent qu'un pouvoir suprême, Dieu, car les Cosaques sont généralement affiliés à une église spécifique. Comme un membre Cosaque me l'a expliqué une fois lorsque je travaillais à Luhansk, nous ne reconnaissons que deux chefs, Dieu et le chef de notre unité. Mais aussi, chacune de ces unités cosaques possède sa propre église, donc le prêtre principal de cette église est également un leader pour eux. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Bref, ils sont très décentralisés. Au début, certains de ces groupes ne savaient pas qui étaient ces gens de l'OSCE. Alors ils ont décidé de les arrêter et de voir plus tard. À ce moment-là, la mission de l'OSCE a décidé de geler son propre recrutement pendant quelques mois. Ensuite, la situation militaire sur le terrain a évolué vers une guerre à grande échelle. Tout d'abord, les séparatistes ont effectivement réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de l'oblast de Donetsk et de la plupart de la partie sud de l'oblast de Luhansk. Mais dès que l'armée ukrainienne a envoyé ses forces, des combats ont éclaté. Et à partir de la mi-juillet, ou même on pourrait dire de la mi-juin, l'armée ukrainienne a commencé à reprendre certains territoires, comme Mariupol, par exemple, le 13 juin. Ensuite, les séparatistes se sont retrouvés davantage sur la défensive. On pense qu'à ce moment-là, soudainement, la situation a mystérieusement évolué durant l'été 2014, de nouveau en faveur des séparatistes. Beaucoup de gens estiment, même si cela n'a pas été reconnu officiellement par la Russie, que les forces russes ont apporté leur aide aux séparatistes afin qu'ils puissent renverser une situation qui était devenue préoccupante pour eux. Mais cela leur a juste suffi pour contrôler un territoire de taille minimale afin de survivre. Et puis, très rapidement, parce que l'armée ukrainienne à ce moment-là n'était pas bien préparée et se trouvait dans une mauvaise situation, ils ont accepté de signer l'accord de Minsk I. Donc nous parlons de septembre 2014, n'est-ce pas? Dans le cadre de l'accord de Minsk, la mission de l'OSCE, ma mission, a été spécifiquement chargée de surveiller certains aspects de l'accord de Minsk. Et ces aspects étaient la surveillance des violations du cessez-le-feu et le retrait des armes lourdes. Ce sont ces deux aspects
que notre mission devait suivre dans le cadre de l'accord de Minsk. Permettez-moi de poser la question. Donc, avant et après les accords de Minsk, l'OSCE avait un mandat, ce qui signifie aussi que vous aviez l'accord des personnes sur le terrain, n'est-ce pas? Parce que pour que l'OSCE puisse intervenir, il faut en fait être invité. Et aussi, dans le cadre de l'accord de Minsk, vous aviez été invité par l'Ukraine et vous aviez été invité par Donetsk et Luhansk, même si vous ne les reconnaissez pas, ou quelque chose comme ça. Il y avait un Hauptselonswil dépuivnolé pour problème. Et Nous avons donc été officiellement invités par le gouvernement ukrainien, qui était le seul gouvernement légal à ce moment-là. Mais lorsque vous lisez l'accord de Minsk lui-même, vous pouvez voir qu'il est contresigné en bas par les chefs de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Luhansk de l'époque. dans votre livre, vous dites que vous deviez toujours écrire entre guillemets. Vous n'aviez pas le droit de toujours des guillemets. Sinon, c'était considéré comme une sorte de reconnaissance formelle, n'est-ce pas? Mais ils ont effectivement signé. Et c'est aussi dans l'annexe de mon livre, il y a 2 documents dans l'annexe. Ce mandat de la mission de l'OSCE et l'accord de Minsk. Mais je pense qu'en réalité, il s'agit de documents différents lorsqu'on parle des accords de Minsk, car il y en a plus d'un. 2 accords ont été signés en septembre, puis un 3e a été signé en février 2015. C'était le document le plus détaillé. Il s'appelle le paquet de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk. C'est le seul document que j'ai mis dans l'annexe de mon livre, car c'est le dernier document et le plus précis. Il prend en compte tous les documents précédents, mais va plus loin en termes de précision. C'est pourquoi je n'ai pas pensé qu'il était nécessaire de rassembler tous les différents accords de Minsk, parce que pour nous, le seul qui comptait vraiment, c'était le dernier. C'était comme une Bible quand nous étions sur le terrain. Chaque fois que nous avions un doute sur quelque chose, c'est ce document que nous consultions. Ensuite, la mission de surveillance de l'OSCE, qui était à l'origine une mission totalement civile, a commencé à évoluer dans son recrutement une fois qu'elle a été mandatée par l'accord de Minsk pour surveiller certains aspects militaires. Elle a commencé à recruter beaucoup plus de personnes issues du milieu militaire ou policier que de personnes issues du milieu civil. Au final, dans notre mission, environ 80% des personnes recrutées, les observateurs, avaient soit un passé militaire, policier ou dans la sécurité. Seuls environ 20% des personnes avaient un profil civil. Ainsi, l'évolution de la situation sur le terrain a poussé la mission de l'OSCE à modifier sa politique de recrutement. Mais même pour moi, j'avais un statut mixte, car j'avais à la fois une expérience civile acquise lors de précédentes missions de l'OSCE et aussi une expérience militaire, ayant servi pendant 5 ans dans l'armée française, bien que sur différentes périodes, puisque j'étais officier de réserve. J'ai été déployé en ex-Yougoslavie, en Afghanistan et au Liban dans le cadre militaire. Mais pendant que je travaillais pour l'armée, j'étais aussi en contact avec le monde civil. Généralement, j'étais officier de liaison avec des ONG ou des organisations internationales, ce genre de choses. La plupart du temps, c'était ce type de poste que j'occupais pour l'armée. Donc cet environnement d'organisations internationales et de pays en guerre m'était très familier. Donc pour l'OSCE, j'étais une personne intéressante parce que je pouvais essentiellement être recruté soit comme un gars ordinaire avec une expérience militaire, soit comme quelqu'un ayant ce qu'ils appellent un profil axé sur la dimension humaine. Mais comme il y avait à un moment donné une pénurie de personnes avec ce type de profil, dès mon arrivée, j'ai été affecté à cette unité de la dimension humaine. Ce qui était en fait bien plus intéressant, je dirais.
que de travailler comme observateur classique, uniquement chargé des violations du cessez-le-feu et du retrait des armes lourdes. Même si je devais aussi faire cela, car nous devions tous accomplir ces tâches principales, qui sont directement liées à l'accord de Minsk. J'ai donc aussi acquis de l'expérience dans ce domaine, mais la majeure partie de mon temps a été consacrée à des questions beaucoup plus confidentielles et sensibles. Et ces questions consistaient, par exemple, à vérifier et à authentifier toutes les allégations de victimes civiles du conflit, qu'elles aient été tuées ou blessées. À partir de l'année 2016, nous avons procédé à une vérification systématique de toutes ces allégations des deux côtés. Cela a donc demandé beaucoup de temps et de ressources humaines, car nous devions vérifier les informations provenant de 3 sources différentes. L'une devait être médicale, une autre devait provenir d'une autorité sur le terrain, et la troisième devait venir soit de la victime elle-même, soit d'un membre de sa famille ou d'un voisin ayant une connaissance directe de l'incident. C'était donc une procédure assez lourde pour nous de vérifier toutes ces allégations. Mais au final, on pouvait considérer que le résultat était fiable, très fiable. Donc, en utilisant ces 3 sources, c'est le protocole que vous devez suivre pour remplir la liste de contrôle afin qu'une affaire soit considérée comme correctement enquêtée ou correctement résolue. Et puis, une fois que nous avions ces 3 sources corroborant l'allégation, nous, l'OSCE, considérions que ce cas était officiellement inscrit dans la base de données des cas confirmés. Sinon, il restait dans la catégorie des cas non confirmés. Et les cas non confirmés n'étaient pas des cas sur lesquels nous faisions des rapports. Mais parfois, nous n'avions que 2 sources et il manquait la dernière pour une raison ou une autre. Et parfois, même sans la 3e source, on pouvait se dire « D'accord, il n'y a aucun doute sur ce cas ». Mais comme les gens au siège étaient catégoriques sur le fait que nous devions suivre nos procédures à la lettre, nous ne comptions pas ces cas. Pour vous donner un exemple, je me souviens d'un gars lors de l'explosion de l'école de Luhansk. Selon des sources médicales, qui étaient généralement les plus fiables, car du côté médical, elles n'étaient pas censées être motivées politiquement et disposaient de toutes les informations nécessaires. On pouvait vous dire le type de blessure, ce qu'il avait causé, la date d'hospitalisation de la personne, et il pouvait vous donner le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la victime. Tout cela, vous l'obteniez simplement auprès d'une source médicale. Mais dans ce cas, nous avions toutes ces informations. Cependant, l'information était que cet homme, une fois blessé, avait décidé de rejoindre la LPR, c'est-à-dire la milice de la République populaire de Luhansk. Et puis il a déménagé de chez lui, donc ses voisins ne savaient pas où il était, parce qu'il avait rejoint l'armée. Nous n'avons pas pu le retrouver par la suite. À un moment donné, j'ai même demandé à mes collègues qui s'occupaient de la milice de la LPR depuis des années, « Pouvez-vous essayer de localiser ce type ?» Mais vous savez, ils avaient bien d'autres priorités que de retrouver quelqu'un pour nous. Je n'ai donc jamais eu de confirmation concernant ce cas, mais je doutais peu de l'existence de cet homme. Pour vous donner un exemple, cet homme n'a jamais été officiellement comptabilisé dans nos statistiques. Désolé, c'est juste pour bien comprendre. Les statistiques, les 14 000 morts dont nous avons connaissance, que l'OSCE a compté, correspondent-elles uniquement aux décès confirmés par ces 3 sources? Ou s'agit-il d'autre chose dont nous parlons? Le chiffre de plus de 14 000 n'est pas un chiffre que l'OSCE a compilé, car nous n'avons commencé à vérifier systématiquement les victimes qu'à partir du 1er janvier 2016. Mais, au cours des 2 premières années de la guerre, 2014 et 2015, il y a eu de nombreuses victimes parce qu'il s'agissait d'une guerre ouverte.
Parfois, comme nous n'étions pas sur le terrain, nous n'avons pas vérifié ces victimes. Nous n'avons commencé à le faire de manière systématique qu'à partir du 1er janvier 2016, une fois que nous étions mieux organisés sur le terrain. Sinon, le chiffre de 14 000 est principalement une estimation faite par des personnes de l'ONU sur la base de leurs propres hypothèses. Vous pouvez d'ailleurs trouver cela sur Wikipédia, Mouth, où ce chiffre est même réparti entre le nombre de civils morts ou visreproks Enoprong Burmaz Day, de combattants séparatistes morts et de soldats ukrainiens morts. Et j'ai également mentionné cela dans l'épilogue de mon livre tout à la fin, car ce sont les seules statistiques neutres que nous ayons sur le conflit, même si l'ONU elle-même reconnaît que ces chiffres ne sont pas absolument précis. Mais c'est le chiffre le plus fiable dont nous disposons. Et de mémoire, il y avait environ 4000 soldats ukrainiens morts, environ 6000 combattants séparatistes morts. Donc ça fait 50% de plus, n'est-ce pas? Et le reste, ce sont des civils. Donc toujours de mémoire, il y a eu environ 3500 civils tués pendant cette période. Et cela ne prend pas en compte les blessés, car il y a généralement 4 fois plus de blessés, n'est-ce pas? Quand on compte les morts dans un conflit militaire, il faut multiplier par 3 ou 4 pour obtenir le nombre de blessés. Oui, le conflit était vraiment grave. Et même lorsque vous étiez sur place, vous avez été témoin de ces violations du cessez-le-feu. Je veux dire, dans votre livre, vous écrivez aussi que, dès le jour de votre arrivée à votre premier hôtel, vous avez appris qu'il y avait manifestement eu une violation, mais que personne n'a enquêté. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce que vous étiez alors stationné dans le Donbass, donc de l'autre côté, pas du côté contrôlé par l'Ukraine, mais du côté des séparatistes. Je veux dire, vous étiez stationné là-bas, mais en tant qu'officier de l'OSCE, bien sûr, vous étiez neutre. Vous étiez simplement observateur, et c'était votre mission. Pouvez-vous nous parler un peu de ces expériences et de ce qui s'y passait? Donc, la mission dans le Donbass était déployée des deux côtés, n'est-ce pas? Oui. Et nous avions deux, nous les appelions des équipes. Il y avait une équipe dans l'oblast de Donetsk et une équipe dans l'oblast de Luhansk. Chaque équipe avait différents bureaux. Dans l'oblast de Donetsk, nous avions 3 bases principales. Nous les appelions des pôles. L'une était à Mariupol, une autre à Kramatorsk et la troisième à Donetsk. Ainsi, Mariupol et Kramatorsk étaient à ce moment-là sur le territoire contrôlé par l'Ukraine et Donetsk était bien sûr en territoire séparatiste. Dans l'autre oblast, celui de Luhansk, nous avions 2 bases ou pôles principaux. L'un était à Luhansk, donc en territoire séparatiste, et l'autre à Severodonetsk, qui était la partie de l'oblast de Luhansk contrôlée par le gouvernement ukrainien. Il est donc très important de préciser que nous étions en réalité répartis de manière égale des deux côtés. En ce qui me concerne, j'étais l'une des rares personnes, l'un des rares observateurs, à avoir eu la chance non seulement de travailler des deux côtés de la ligne de contact, mais aussi de travailler dans les 2 équipes du Donbass. J'ai travaillé à la fois dans l'équipe de Donetsk, puis dans celle de Luhansk, ce qui m'a donné une vision assez large de la situation. Très peu d'observateurs ont eu cette opportunité, je dois le dire. Ensuite, même lorsque je faisais partie de l'équipe de Donetsk, j'ai d'abord travaillé à Kramatorsk, puis à Mariupol, du côté contrôlé par le gouvernement. Mais j'ai aussi eu l'occasion de travailler de l'autre côté, car depuis Mariupol, nous pouvions en fait surveiller la partie sud de la RPD, c'est-à-dire la République populaire de Donetsk. Et nous nous rendions là-bas régulièrement, et j'ai également effectué plusieurs voyages à Donetsk, pour diverses raisons. Cela m'a donc donné une vue d'ensemble assez large. Ensuite, lorsque j'ai rejoint l'équipe de Luhansk, j'étais basé dans la ville de Luhansk, donc du côté séparatiste. De temps en temps, il m'arrivait de me rendre à Severodonetsk, de l'autre côté.
Je pouvais consulter les rapports de patrouille, car j'étais en fait chargé de compiler les rapports hebdomadaires pour l'unité de la dimension humaine. Ainsi, non seulement j'avais ma propre expérience directe des problèmes à travers mes propres réunions, mais, de par ma fonction, je devais également lire tous les rapports de mes collègues de ma base, ceux qui avaient un lien avec la dimension humaine. C'était une énorme quantité de données à laquelle j'ai été exposé. En fait, les données les plus intéressantes et sensibles auxquelles j'ai eu accès concernaient les procès. Mais cela s'est produit lorsque j'étais dans l'oblast de Donetsk, à la fois à Kramatorsk et à Mariupol, des procès liés au conflit. Nous, dans le domaine des droits humains, suivions ces procès pour nous assurer que les droits humains fondamentaux étaient respectés, notamment le droit à un procès équitable. Un procès équitable était l'un des aspects que nous surveillions. Mais en surveillant réellement tous ces procès, cela vous donnait un aperçu de quelque chose dont personne ne parlait à ce moment-là, à savoir comment fonctionnait le système de répression étatique du gouvernement ukrainien. Et c'était effrayant. C'était une descente aux enfers. Parce que d'après les témoignages de toutes les personnes qui ont été arrêtées, environ la moitié d'entre elles, à partir du moment où elles ont été arrêtées, ou juste après, elles ont toutes été passées à tabac. Je veux dire, 50% des personnes affirmaient avoir été battues, et parfois cela a été corroboré par des certificats médicaux. Bien sûr, il n'y a jamais eu d'enquête des autorités ukrainiennes qui aurait pu le confirmer, parce que c'était le SBU qui procédait à la plupart des arrestations. Le SBU était l'organe suprême qui dirigeait toutes les enquêtes, et personne ne surveillait le SBU. Il n'y avait aucune administration ukrainienne au-dessus du SBU. Le SBU était le maître suprême. En gros, cela est resté dans l'État. Il a déplacé de lui-même, comme il le souhaitait. C'était un État dans l'État. Le SBU était vraiment aux commandes. D'ailleurs, ce qu'on appelait l'opération militaire dans le Donbass à cette époque, depuis sa création en avril 2014, s'appelait l'opération antiterroriste. Et qui était à la tête de cette opération antiterroriste? C'était un général du SBU. Ce n'était pas l'armée. Donc le SBU dirigeait toute l'affaire jusqu'en 2018, lorsque le gouvernement ukrainien a décidé de transférer la responsabilité de l'ATO, comme on l'appelle, à l'armée. Mais avant cela, ce n'était qu'une opération policière menée par le SBU. Et en fait, certains membres du SBU étaient équipés comme des militaires, n'est-ce pas? Et ils donnaient effectivement des ordres à la garde nationale, par exemple. La garde nationale est essentiellement composée d'unités militaires, mais elle ne dépend pas du ministère de la Défense. Elle relève du ministère de l'Intérieur. Et le SBU exerçait un pouvoir sur elle. Ils avaient même l'autorité de donner des ordres aux brigades militaires locales, également déployées dans le Donbass. Ils détenaient un pouvoir immense. Ils avaient aussi le pouvoir d'arrêter qui ils voulaient. Au cours de nos procès, nous avons découvert qu'ils surveillaient les conversations téléphoniques de tout le monde. Beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, puis jugées, l'ont été à cause d'appels téléphoniques passés à des amis ou des membres de leur famille de l'autre côté. Lors de ces conversations, il arrivait qu'ils parlent de l'armée ukrainienne basée dans leur propre village. Alors les gens disaient, « Oh, tu sais quoi? Maintenant, dans notre village, à l'école, il y a en fait une unité militaire ukrainienne qui a pris le contrôle. » Ah bon? Et puis les surveillants du SBU entendaient cela. « Oh, vous avez révélé la position de l'armée ukrainienne. C'est de la trahison. » Alors ils arrêtaient les gens. Et ensuite, ces personnes étaient jugées et risquaient des années de prison. Et puis ils disaient, « Mais je parlais juste à un ami de mon quartier. Et mon ami n'est pas, genre, un agent de la RPD, c'est juste mon ami. » Mais non, non, non.
vous avez transmis des informations sur les positions militaires de l'armée ukrainienne à quelqu'un vivant de l'autre côté. Et tous ceux qui vivaient de l'autre côté étaient considérés comme des traîtres, n'est-ce pas? Donc vous avez transmis des informations à l'ennemi. Et c'était tout. Et ces personnes ont été jugées. Et chaque fois que ces personnes étaient jugées, il n'y avait aucun moyen qu'elles puissent être acquittées. Tous ces procès, sauf un. Il n'y a eu que 2 cas dont j'ai connaissance, sur des centaines de cas, des centaines de procès que nous avons suivis. Et ces chiffres m'ont été donnés parce que j'ai demandé aux procureurs généraux de l'oblast de Donetsk et au procureur général de l'oblast de Luhansk. J'ai demandé à rencontrer ces personnes et je leur ai demandé de me donner les statistiques sur le taux de condamnation pour tous les articles du code pénal qu'ils utilisaient pour arrêter des personnes dans le cadre du conflit du Donbass. Il y avait donc différents articles qu'ils utilisaient. Donc, en tout, comme je l'ai dit, le taux de condamnation était de 99,9%. Et pour le seul cas qui a échappé dans les 2 oblasts, les 2 procureurs généraux m'ont dit « Ah oui, non, nous avons perdu en première instance pour ces affaires. » Mais c'est parce que le procureur local n'a pas fait correctement son travail, n'est-ce pas? Mais bien sûr, nous gagnerons en appel. Et ils étaient fiers de me l'affirmer, car pour eux, c'était la preuve qu'ils faisaient leur travail comme il se doit. Mais ensuite, lors d'un de ces procès, j'ai rencontré un membre du Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada. Et ce procès ne concernait pas des séparatistes. Il s'agissait d'un sous-officier, un sergent, qui avait été arrêté pour... C'est une autre facette de ce qui se passait là-bas, très étrange. Il a été accusé d'avoir tué des enquêteurs ukrainiens qui enquêtaient sur des crimes commis par des soldats ukrainiens. Dans ce cas précis, un crime de contrebande. Il y avait effectivement de la contrebande avec la milice de la RPL, n'est-ce pas? La République populaire de Louhansk. C'est donc une autre dimension du conflit, mais c'est une histoire différente. Quoi qu'il en soit, le type a été arrêté, alors qu'il y avait des preuves que son général était impliqué dans la contrebande. Mais ils n'ont pas arrêté le général. Ils ont arrêté un petit gars, un sergent. Et le député me disait, « Vous savez, il y a un problème en Ukraine, parce que tous les soi-disant pays démocratiques, comme ceux de l'Occident, lorsque vous regardez le taux de condamnation lors des procès pénaux dans leur pays, il se situe entre 80% et 85%. Et il m'a même parlé de la France. La France, c'est 85%. Il connaissait ce chiffre. Alors j'ai dit d'accord, je ne le savais même pas moi-même, il vient de me le dire. Et ensuite, j'ai vérifié. Mais il a ajouté qu'en Ukraine, c'est 99,9%. Ce n'est donc pas un taux digne d'une démocratie. Nous avons donc un problème avec notre système judiciaire. Même un membre de la Rada suprême le savait. Et il n'était pas membre du parti pro-russe. Il appartenait au parti qui soutenait le gouvernement à ce moment-là. C'était donc la preuve qu'il y a vraiment un problème avec le système judiciaire en Ukraine, comme je l'ai vécu. Une grande partie de mon livre y est consacrée, car cela montre essentiellement que l'Ukraine, selon ce critère, n'est pas une démocratie. C'est un État autoritaire. On pourrait dire peut-être que c'était un pays qui a été envahi, donc si les droits de l'homme n'ont pas été respectés, cela peut être toléré parce que le pays a été envahi, soi-disant envahi. Ce n'est pas le point de vue des personnes dont le mandat est de vérifier le respect des droits de l'homme. Il peut y avoir d'autres moyens que de simplement violer les droits des gens, les frapper et les torturer. Et vous avez constaté cela à un stade relativement précoce, n'est-ce pas? Et vous avez dit que vous pouviez voir comment la situation allait empirer. Et nous devons nous attendre à ce que les choses soient devenues bien pires par la suite.
et sans être un observateur sur le terrain. Voir des gens en Ukraine se faire enlever dans la rue et jeter de force dans des fourgons pour effectuer un service militaire involontaire. Voir que les partis d'opposition sont interdits. Voir que les médias d'opposition sont interdits. Voir tous les rapports de journalistes morts, y compris un journaliste américain, dans les prisons ukrainiennes. Je veux dire, à un certain moment, il doit devenir assez évident qu'il y a énormes problèmes dans la façon dont l'Ukraine est administrée. Et vous étiez là pour observer cela, mais de tous les côtés. Pouvez-vous nous dire cependant, à Donetsk et à Luhansk, dans les territoires contrôlés par les rebelles, avez-vous déjà vu des choses similaires se produire? Quand j'étais de l'autre côté, eh bien, en fait, nous étions censés surveiller aussi. Je veux dire, nous voulions surveiller les procès, parce qu'il y avait des procès dans les territoires séparatistes. Mais c'est l'une des contradictions de notre mission, car nous ne reconnaissions aucune autorité dans la LPR et la DPR. Comme je l'ai dit, nous devions les mettre entre guillemets. Vous n'étiez pas autorisé à le faire. Vous n'aviez pas reçu. En fait, à un moment donné, en 2018, nous étions censés réaliser un rapport intitulé « L'accès à la justice en Ukraine ». Exactement. Nous devions donc parler à des juges, des avocats, des procureurs et des personnes utilisant le système judiciaire dans chaque oblast d'Ukraine. Nous avons mené cette enquête qui incluait les territoires séparatistes, vous savez. Je l'ai même vécu moi-même. J'ai essayé de rendre visite à certains juges locaux, car il y avait des juges dans les territoires séparatistes. Ils ont effectivement essayé de recréer un système juridique, même s'il leur manquait du personnel, mais ils essayaient de mettre quelque chose en place. J'ai donc demandé à parler personnellement à 2 juges, et j'ai eu la même réponse à chaque fois. Eh bien, je ne peux pas vous parler à moins d'y être autorisé par le juge suprême de la RPD. En réalité, tous ceux qui étaient dans ma position ont reçu la même réponse. J'en ai donc fait part à ma coordinatrice à Donetsk. Et à un moment donné, elle a effectivement organisé une rencontre avec le juge suprême de la RPD. Elle m'a dit « Oh, j'ai organisé une réunion, donc, avec un peu de chance, nous serons autorisés à parler à tous ces juges. » Parce que c'était un système très centralisé, la RPD. Tant la RPD que la RPL étaient très centralisés. Et normalement, ils ne faisaient pas confiance à des gens comme nous, parce qu'ils nous voyaient comme des espions. C'est pourquoi ils s'appuyaient sur l'autorité venant d'en haut. Bref, ma collègue, la coordinatrice à Donetsk, était en fait ravie d'avoir organisé une rencontre avec le juge suprême. Elle a donc appelé notre patron à Kiev pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle a dit « Oh, bonne nouvelle, je viens d'organiser une réunion avec le juge suprême. » Et le gars a répondu « Quoi? Oui, genre cet après-midi ou demain, la réunion est prévue. » Et il a dit « Attends. » Ensuite, il l'a rappelé 10 minutes plus tard, ce qui veut dire qu'entre-temps, il avait parlé à certaines personnes. Et il a dit « Tu n'iras pas à cette réunion. » Comment ça? On vient juste de l'organiser. Il a dit « Non, tu n'iras pas à cette réunion. » Je vous le dis. Et puis elle a dit « Mais on va avoir l'air ridicule. » C'est comme si on les appelait pour organiser une réunion, et puis 1 heure plus tard, on les rappelle juste pour dire « En fait, on ne peut pas venir. On va ruiner notre réputation. » Et la réponse de mon chef, de notre chef, a été « Eh bien, tu t'en fiches. Tu n'as pas à t'en soucier, parce que tu ne le reverras jamais. » Parce que ces gens à Kiev avaient décidé que nous ne devrions jamais rencontrer des personnes représentant les soi-disant institutions de la RPD ou de la RPL, ce qui signifiait que nous nous empêchions de surveiller ce qu'ils faisaient. À un moment donné, il y a eu un cas où l'une de nos patrouilles
et j'ai vu le rapport en tant que coordinateur pour Mariupol. L'une de nos patrouilles, dans la partie sud de la RPD, est entrée dans un village. Et un homme du village a dit « Hé, mon fils s'est disputé avec un soldat de la RPD, et le soldat de la RPD lui a tiré dessus. Mais maintenant, ce soldat de la RPD va être jugé pour avoir tiré sur mon fils. » Et il a ajouté « Mais j'aimerais que vous, l'OSE, puissiez vous y aller. » Il nous a même indiqué le tribunal concerné. Pouvez-vous s'il vous plaît y aller pour surveiller que le procès sera équitable? J'aimerais que l'OSCE fasse cela. J'ai donc pris ce rapport et je l'ai envoyé à mon supérieur à Kiev. J'ai dit, écoutez, c'est ce que les gens attendent de nous. Ils veulent que nous surveillions, que nous voyions comment ces gens de la RPD gèrent réellement les violations des droits de l'homme et les violations graves des droits de l'homme. Alors, ne devrions-nous pas y aller et assister? Et la réponse a été la même que d'habitude. Non, nous ne reconnaissons pas ces tribunaux, donc vous n'irez pas, vous n'assisterez pas. Oui. C'est l'une des absurdités de toute cette affaire. Nous nous sommes empêchés de mettre en œuvre notre propre mandat pour ces stupides questions de principe. Et vous savez, encore une fois, notre mandat était de développer le dialogue sur le terrain et de surveiller les violations. Et nous n'avons fait ni l'un ni l'autre dans ce cas. C'est l'un des problèmes auxquels de nombreuses organisations sont confrontées, y compris la Croix-Rouge et d'autres qui travaillent des deux côtés. Parce que si l'autre camp, si le camp de Kiev, commençait à penser que vous reconnaissez ces institutions ou que cela serait une mauvaise publicité pour eux, alors ils retireraient le mandat de leur côté et vous couperaient l'herbe sous le pied. Donc, ces personnes à Kiev ont dû être très prudentes pour ne pas fâcher leur soutien et ainsi imposer des restrictions à votre rencontre, ce qui serait préjudiciable à ce que vous vouliez accomplir. Mais c'est l'un de ces problèmes lorsqu'on dépend des deux autorités. Eh bien, c'est un aspect possible. Mais parlons de l'ONU. L'ONU était également déployée dans le Donbass avec bien moins de personnel que nous. Mais ils avaient une mission de surveillance des droits de l'homme. Et par exemple, parce que nous ne reconnaissions pas les autorités, nous ne les rencontrions pas officiellement et nous ne leur écrivions jamais. Parfois, lorsque vous visitiez l'administration locale, vous demandiez un rendez-vous avec la personne chargée de l'administration et il disait « D'accord, pouvez-vous nous envoyer une lettre officielle pour demander une rencontre? Sinon, nous n'accepterons pas la réunion. » Mais nous n'aurions jamais rédigé de lettre officielle car nous ne les reconnaissions pas. Mais l'ONU a fait quelque chose de différent. Ils émettaient effectivement ces lettres, mais les adressaient à des individus précis et non à des institutions. Et parce qu'ils procédaient ainsi, ils pouvaient obtenir beaucoup plus d'informations de la part des partis séparatistes que nous. Ils auraient vraiment pu établir un dialogue. Ensuite, les seules personnes qui parlaient réellement aux séparatistes, dans notre cas, étaient les membres du personnel supérieur de notre mission à Kiev, par le biais d'un canal très spécifique, dont j'ai appris l'existence par la suite. Il existait une adresse e-mail secrète par laquelle ils envoyaient effectivement des messages pour organiser des réunions, mais elle était réservée uniquement au numéro 2 de la mission lorsqu'ils se rendaient sur place. Même les chefs des équipes que nous avions à Donetsk et à Lugansk n'étaient pas censés organiser eux-mêmes des réunions avec les autorités locales. Ils devaient demander l'autorisation au siège à chaque fois. Les restrictions auxquelles nous étions soumis étaient donc incroyables. Et une fois de plus, l'ONU était beaucoup plus pragmatique. Mais chaque fois que je proposais de faire les choses comme le faisait l'ONU, cela était systématiquement rejeté. Non, ils ne voulaient rien entendre. Et l'ONU n'a pas été expulsée d'Ukraine. Mais un aspect cependant qui correspond à ce que vous venez de dire,
c'est que lorsque j'ai parlé au premier chef de mission, il est parti en 2019. C'était un ambassadeur turc. Il m'a dit en face à face, « Vous savez quoi? Le gouvernement ukrainien m'a interdit de rencontrer qui que ce soit dans les territoires séparatistes. Le gouvernement ukrainien m'a dit, si vous en rencontrez un seul, nous vous renverrons. Nous demanderons à ce que vous rentriez chez vous. » Vous voyez, donc le gouvernement ukrainien lui-même a imposé des restrictions drastiques à notre mission, ce qui allait à l'encontre du mandat, on pourrait dire. Mais en réalité, ils ont fermé les yeux sur le fait que le numéro 2 de la mission établissait effectivement ce contact. C'était plutôt discret, n'est-ce pas? Donc, C'est logique, car la principale préoccupation des gouvernements lorsqu'ils traitent avec des séparatistes est de s'assurer que ces derniers n'obtiennent jamais, au grand jamais, une quelconque forme de reconnaissance, car ils ne doivent pas être considérés comme des interlocuteurs égaux. Ils doivent rester les terroristes, afin que vous... En fait, vous n'êtes même pas obligé de respecter le droit international humanitaire, si vous faites cela, n'est-ce pas? Parce que vous voulez présenter cela comme une mission de maintien de l'ordre. Donc vous n'avez pas besoin d'appliquer les conventions de Genève, par exemple. Et c'est malheureusement ainsi que fonctionne cette logique. Mais vous étiez alors sur le terrain, même si c'était limité. Vous pouviez quand même observer certaines choses, n'est-ce pas? À Donetsk et à Louhansk. Pouvez-vous peut-être expliquer un peu comment vous avez constaté ces violations qui se produisaient des deux côtés? La question principale, c'est qui est responsable de l'échec des accords de Minsk? Ils étaient censés entraîner une dynamique positive et, vous savez, permettre à tout de se reconstruire ensemble. Les Russes n'ont jamais voulu retirer Louhansk et Donetsk à l'Ukraine. Ils étaient censés rester à l'intérieur. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Donc ma réponse serait simple. Le camp le plus responsable de la non-application des accords de Minsk, c'est l'Ukraine, pour être clair, et de loin. Parce que les accords de Minsk ne concernent pas seulement la surveillance des violations du cessez-le-feu et le retrait des armes lourdes. Il y a 13 points différents dans le paquet de mesures. Donc ceux que je viens de mentionner ne sont que 2 points, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup d'autres points, des points politiques que l'Ukraine devait mettre en œuvre. Seule l'Ukraine pouvait les appliquer. Et le premier point était en fait d'accorder un statut au territoire séparatiste du Donbass. C'était parfaitement clair dans l'accord. Il y a eu une tentative de le faire en 2015, car au départ, il y avait un délai d'1 an pour mettre en œuvre l'ensemble de l'accord. Mais il est très intéressant de constater que plus personne n'en parle aujourd'hui. C'est complètement oublié. Pourtant, le 31 août 2015, le Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, devait adopter le statut spécial pour le Donbass, qui était le problème dont tout le reste dépendait. Si vous ne réglez pas le statut du Donbass, alors rien n'est réglé, n'est-ce pas? Et donc, vous aurez un conflit qui persistera, gelé ou non, mais les raisons du conflit demeureront. C'était donc vraiment la source de tout le reste. Trouver un statut pour le Donbass, sur lequel ils s'étaient déjà mis d'accord par écrit, mais il ne restait plus qu'à mettre en œuvre ce qui avait été convenu. Le Parlement a donc dû adopter en réalité 2 lois différentes à la suite. D'abord, une loi qui crée effectivement le statut d'autonomie pour certains territoires du Donbass. C'est ainsi que l'on désignait les territoires séparatistes. Ensuite, comme cela modifiait la gouvernance de l'État, le statut, il fallait également modifier la Constitution. Or, le premier texte ne nécessitait qu'une majorité de 50% plus une voix pour être adopté. Mais le second texte, puisqu'il s'agissait d'amender la Constitution, nécessitait une majorité des 3/4, 75%. Si je me souviens bien, c'est 2/3, 66%. Si je me souviens bien, mais je peux me tromper, mais c'est sûr que c'est plus que 50% plus une voix.
On appelle cela une majorité absolue, soit 66%, soit 75%, l'un des deux. Mais oui, une majorité absolue. Donc ce que nous appelons une majorité absolue en France, c'est 50% plus une voix. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une supermajorité, peut-être les 2/3, disons les 2/3. Une majorité des 2/3 du Parlement est nécessaire pour modifier la Constitution. Mais le jour où cela s'est produit, il y a eu une manifestation massive devant le Parlement. Des dizaines de milliers de nationalistes entouraient le Parlement pour protester contre le vote. Et un cordon de police encerclait le Parlement pour empêcher les manifestants de perturber l'événement. Mais dès que la nouvelle de l'adoption du premier texte est sortie, l'un des nationalistes a lancé une grenade à main sur le cordon de police, faisant 4 morts, 3 policiers et un journaliste, si je me souviens bien, et des dizaines de blessés. Cela a provoqué une grande agitation. Lorsque la nouvelle de cet incident est parvenue au Parlement, 3 partis faisant alors partie de la coalition de Poroshenko, including le parti de Yulia Tymoshenko, ont déclaré qu'ils n'adopteraient jamais la modification constitutionnelle permettant un statut d'autonomie pour le Donbass. À partir de ce moment-là, j'ai compris que, d'accord, l'accord de Minsk était mort, car il n'y avait plus de majorité au Parlement pour résoudre le point principal, à savoir le statut. C'est la racine de tout le reste, comme je l'ai dit. Et le seul espoir de pouvoir réellement adopter cela était s'il y avait une chance d'obtenir une majorité au Parlement. Mais les prochaines élections n'étaient prévues qu'en 2019, soit 4 ans plus tard. Donc, entre 2015 et 2019, rien n'a bougé. Et pendant ce temps, il y a eu des violations du cessez-le-feu ici et là, des violations du retrait des armes ici et là. Et à chaque fois, les autorités ukrainiennes accusaient les séparatistes d'être responsables de ces actes. Mais selon nos observations, dans la plupart des cas, c'était en réalité les Ukrainiens qui violaient le cessez-le-feu. Mais nous n'avions pas nécessairement les moyens de le prouver à l'époque. Ce n'est qu'en commençant à établir des statistiques systématiques de 2017 à 2020, et c'est moi-même qui ai réalisé ces statistiques, que nous avons constaté, sur la base des données, que l'armée ukrainienne bombardait bien plus que les séparatistes. Par exemple, si l'on considère les victimes de bombardements entre 2016 et 2018, 72% des victimes civiles de bombardement se trouvaient du côté séparatiste, ce qui signifie qu'elles étaient causées par l'armée ukrainienne. Et c'était environ 25 ou 26% de l'autre côté. Mais même en observant la tendance d'année en année, la situation s'est aggravée, c'est-à-dire que les séparatistes faisaient de moins en moins de victimes, tandis que l'armée ukrainienne en causait toujours autant. Ils n'ont rien changé à leur manière de mener la guerre. À un moment donné, il y a même eu le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov, qui a admis, lors d'une interview dans les médias locaux ukrainiens, que les autorités ukrainiennes suivaient ce qu'ils appelaient une tactique des petits pas, c'est-à-dire qu'ils n'organisaient pas de grandes offensives à l'échelle des troupes parce que cela aurait été trop évident. À la place, ils menaient des offensives de petite envergure dans des régions spécifiques, et il a mentionné en particulier le raïon de Novoazovsk, à l'est de Mariupol, ainsi que la ville de Orlivka, au nord de la RPD. Ils attaquaient donc la RPD à la fois par le nord et par le sud. Et je connais très bien les deux régions parce que j'ai travaillé dans les deux, et le nombre de victimes civiles que nous avons eues du côté séparatiste était énorme dans les deux endroits. Énorme. Le déséquilibre était de l'ordre de 90 contre 10, voire plus. Ce qui était l'une des preuves que l'armée ukrainienne était à l'offensive dans les deux localités. Mais je ne l'ai compris que bien plus tard, une fois que j'ai lu l'interview d'Avakov.
Et je me suis dit, bien sûr, c'est logique, ça a parfaitement du sens. Mais cette interview n'a en réalité jamais été citée nulle part, même si j'ai écrit à mon chef de mission en la citant, mais cela n'a rien changé. Puis-je vous poser quelques questions supplémentaires sur le lien entre ce qui se passait sur le terrain, les développements militaires et l'absence de développement politique? Encore une fois, parce que l'accord de Minsk, s'il avait fonctionné comme il était censé le faire, aurait résolu le conflit. Le récit occidental est bien sûr que la Russie ne l'a pas appliqué et que par conséquent, il n'a jamais fonctionné. Vladimir Poutine n'a jamais voulu qu'il fonctionne. Il voulait juste gagner du temps. Mais d'un autre côté, nous savons aussi qu'Angela Merkel, Hollande et également Poroshenko ont tous dit que les accords de Minsk étaient censés nous faire gagner du temps. La question est, peut-on le croire ou non? Parce qu'il y a de bons arguments pour dire que non, non, non. Merkel et Hollande voulaient vraiment que cela fonctionne. Ils n'étaient pas intéressés par un conflit prolongé. Cependant, le fait est que c'est devenu le cas, et il y a eu un achat de temps. Et nous savons maintenant que la CIA a établi ses propres bases dès 2014, travaillant également directement avec le SBU, ce qui a parfaitement du sens à t'écouter, puisque c'était eux qui étaient responsables sur le terrain, n'est-ce pas? Penses-tu ou as-tu des informations concernant le blocage de la mise en œuvre politique des accords de Minsk? Est-ce que c'est quelque chose d'organique, tu sais? Parce que ces foutus nationalistes sont tout simplement très violents. C'est la thèse de Nikolai Petro, qui dit, regardez, ils sont tellement violents, ils sont une infime minorité, mais ils paralysent en gros le processus politique en Ukraine. Mais il y a une autre interprétation qui dit non, ce sont les intérêts de, y compris l'ambassade des États-Unis, etc., qui voulaient maintenir cette situation en ébullition. Et c'est, bien sûr, l'une des choses sur lesquelles beaucoup de gens ont des soupçons. Mais quel est ton avis sur ce qui a causé cette impasse politique entre 2015 et bien maintenant? Oui, c'est une question intéressante. Si vous le permettez, j'aimerais revenir très brièvement sur votre question précédente. Bien sûr. Un autre point majeur des accords de Minsk qui n'a jamais été appliqué et dont seule l'Ukraine était responsable était l'amnistie. Il y avait une clause concernant l'amnistie, mais l'Ukraine ne l'a en réalité jamais respectée. La manière dont il poursuivait toutes les personnes impliquées dans les événements du Donbass, comme je l'ai constaté, prouvait qu'il n'avait aucune volonté de respecter l'amnistie. Ils ont même proposé une loi appelée la loi sur la réintégration du Donbass, qui a été adoptée en 2018. Dans le texte initial de la loi, il disait en fait qu'il poursuivrait en justice tous ceux qui avaient collaboré avec les autorités d'occupation, comme cela était indiqué dans le texte. Il poursuivrait tout le monde, ce qui constituait une violation directe des accords de Minsk. C'était tellement flagrant qu'ils ont finalement retiré ce paragraphe du texte à la demande de l'Occident. Mais ils n'ont en réalité pas, comme me l'a dit un député, rédigé quoi que ce soit concernant une amnistie, ce qui leur laissait la possibilité de faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient toujours la possibilité de faire ce qu'ils voulaient, puisqu'il n'y avait aucune mention de l'amnistie. Ensuite, l'accès à la justice. Je vous ai dit que nous menions cette vaste enquête sur l'Ukraine. Certains de nos collègues ont fait un travail très approfondi, notamment à Louhansk, sur le fonctionnement et l'organisation du système judiciaire de la RPL République populaire de Louhansk. C'était un rapport de 12 pages que j'ai lu. Vous savez ce qu'il restait dans le rapport officiel publié par l'OSCE? 2 lignes. Les 2 lignes disaient que puisqu'il n'y a pas d'autorité légitime dans les territoires occupés ou dans les territoires non contrôlés par le gouvernement, il n'y a pas d'accès à la justice dans ces territoires.
Point final. Voilà la conclusion de 6 mois de travail, 2 lignes. D'accord. Maintenant, pour revenir à votre question, les accords de Minsk. À un certain moment, nous avons commencé à organiser des réunions entre les observateurs français et l'ambassade de France. D'abord tous les 4 mois, puis tous les 6 mois. Lors de ces réunions, il était possible de dire bien plus que ce qui était transmis dans nos rapports, car les diplomates savaient que les rapports officiels de l'OSCE ne donnaient qu'une idée limitée de la situation. Et en effet, ce n'était qu'une vision très restreinte de la réalité sur le terrain, pour diverses raisons. Ils ont donc vraiment apprécié ces réunions, et cela nous a permis de leur dire bien plus que ce qui figurait dans les rapports. Ensuite, encore plus de gouvernements ont commencé à organiser leurs propres réunions. Toutes les grandes puissances occidentales ont fait de même. Ainsi, les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Polonais, même les Russes ont tenu leurs propres réunions. Puis chaque nation a organisé ses propres réunions pour avoir un contact direct avec ses propres observateurs. Et cela a été accepté par l'OSCE, par le chef de mission, car il savait qu'avec ce système, personne ne s'en plaignait. Il savait que le système de rapport était tel que tout ne pouvait pas être écrit. Par exemple, dès qu'un élément était publié qui ne présentait pas le gouvernement ukrainien sous un jour favorable, celui-ci protestait généralement avec véhémence. Et l'OSCE le savait. C'est pourquoi ce canal parallèle était considéré comme une bonne idée pour tout le monde. Maintenant, malgré toutes les informations que je pouvais moi-même fournir directement aux autorités françaises sur le fait que de nombreuses violations étaient en réalité causées par l'Ukraine, la plupart d'entre elles, y compris les victimes civiles, comme je l'ai dit, et les chiffres étaient très détaillés, je n'ai constaté, je n'ai jamais vu aucun changement dans les déclarations officielles des gouvernements occidentaux. Je n'ai jamais entendu la moindre critique publique de l'Ukraine. Jamais. Donc je me suis dit que peut-être à huis clos, certains messages étaient transmis, mais je n'en avais aucune preuve, aucune idée si c'était le cas ou non. Et donc j'avais des doutes. À un moment donné, en 2019, je me souviens avoir parlé à l'un des diplomates français. Je lui ai dit, eh bien, je ne vois aucun changement malgré toutes les informations dont vous disposez. Alors, comment ça se fait-il? Et il m'a dit, eh bien, vous savez quoi? Je ne sais pas. Je veux dire, les informations que vous et d'autres nous donnez, nous les envoyons à Paris, mais nous ne décidons pas de ce qu'ils en font. Donc, quoi qu'il se passe à Paris ou à Berlin, nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas ce qu'ils en font. Cela nous dépasse. Mais je voyais sur le terrain qu'il n'y avait absolument aucun changement de la part de nos propres gouvernements concernant la réalité sur le terrain. Cela a donc suscité des doutes dans mon esprit quant à la raison de cette situation. Et puis cela a culminé lorsque, en 2021, vous savez, les Russes, en octobre ou novembre 2021, ont décidé de publier officiellement les échanges diplomatiques qu'ils avaient eus avec la France et l'Allemagne, qui étaient, comme vous le savez, les parrains des accords de Minsk. Ces échanges portaient sur le fait que la partie russe voulait que les Français et les Allemands essaient de convaincre la partie ukrainienne d'établir un dialogue direct avec les séparatistes, ce qu'ils n'ont jamais accepté de faire dès le début. À Minsk, lors des discussions entre les parties, ils n'ont jamais parlé directement avec eux. C'est l'OSCE qui jouait le rôle d'intermédiaire à Minsk pendant l'accord de Minsk. Ainsi, l'OSCE avait une réunion avec la partie ukrainienne, puis une autre réunion avec les représentants séparatistes, leur disant « Voilà ce que dit l'Ukraine ». Ensuite, les séparatistes répondaient, et ainsi de suite. C'est ce système absurde qui a été mis en place. Et puis les Russes faisaient également partie de tout cela.
Les Russes, systématiquement, pendant toute cette période, essayaient de pousser le gouvernement ukrainien à parler directement aux séparatistes. Le gouvernement répondait « Non, nous ne parlons pas aux marionnettes. Vous êtes les marionnettistes, donc nous pouvons parler directement avec vous, mais nous ne voulons pas parler à ces marionnettes. » Voilà quelle était la logique. Mais en 2021, je pense que la Russie avait bien compris que les accords de Minsk étaient morts, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, la seule façon de les relancer aurait été un changement de majorité au Parlement ukrainien. Et ce changement a bien eu lieu en 2019, après l'élection de Zelensky. Zelensky a dissous le Parlement, et une fois le Parlement dissous, il avait la majorité absolue avec son propre parti, n'est-ce pas? 50% plus 1 avec serviteurs du peuple détenait une majorité absolue. Et si l'on ajoutait ensuite les voix du soi-disant parti pro-russe, qui était comme plateforme pour la vie, le parti de Medvedchuk, plateforme d'opposition pour la vie, bloc d'opposition plateforme pour la vie, ils avaient, si je me souviens bien, une majorité des 2/3 pour modifier la Constitution et enfin adopter le statut du Donbass tel que prévu dans les accords de Minsk. Donc je me suis dit, enfin, il y a de l'espoir, il y a un nouvel espoir que ça puisse fonctionner, mais cela n'est jamais arrivé. Cela n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que les nationalistes ont dit à Zelensky, si tu appliques les accords de Minsk, tu finiras pendu au milieu de Kiev. Et il y avait aussi un autre document qui a été révélé à un moment donné. Il s'appelait le mémo de la ligne rouge, qui a été publié quelques jours seulement après l'entrée en fonction de Zelensky. Ce mémo de la ligne rouge est un document assez important. Je me souviens l'avoir lu à l'époque parce qu'il avait été publié dans la presse. Il avait été publié par un collectif d'ONG ukrainiennes, environ 70 ONG différentes. Je me souviens l'avoir lu et il disait en gros à Zelensky tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Essentiellement, il disait « Tu ne peux rien changer de ce qu'a fait Poroshenko, ton prédécesseur. » Donc c'était comme lui lier les mains. De qui cela venait-il? Eh bien, c'est dans mon livre. Je ne me souviens pas du nom de l'ONG qui a publié cela, mais c'est écrit dans mon livre. C'était quelque part en 2019, n'est-ce pas? J'étais à Lugansk à ce moment-là. Donc c'est la partie où je parle de Lugansk. Oui, donc c'est ce mémo dont on parle, comme étant en gros la position, la position des États-Unis, de ceux qui financent les ONG, qui ensuite disent « Non, nous vous interdisons de réellement mettre en œuvre le processus. » Mais désolé, pour tous ceux qui écoutent, c'est quelque chose qu'il faut aller vérifier. Donc voilà. Oui, mais je m'en suis rendu compte en écoutant l'interview d'un type dont j'ai oublié le nom, mais qui est cité dans mon livre. Et ce gars-là travaillait en fait pour le gouvernement américain. C'était une interview menée par Tucker Carlson, si je me souviens bien, où il en parle. Il dit que ce Red Line Memo est très important à garder à l'esprit parce que c'est en gros l'État profond américain qui dit à Zelensky « Voici nos lignes rouges ». Et il a ajouté « Regardez qui est derrière cette ONG qu'il a publiée ». Alors j'ai vérifié. J'ai tapé le nom de l'ONG et je me suis demandé qui finance ça. Gouvernement américain, OTAN, Organisation Soros, tous les suspects habituels, USAID, etc. Toutes les agences américaines, les agences occidentales financent cette ONG. Donc c'était assez clair. Ils obéissaient simplement à leur maître. Et quand on lit ce Red Line Memo en détail, et je l'ai relu, il correspond en gros, point par point, aux objectifs du gouvernement américain à cette époque concernant l'Ukraine. C'est assez évident. Oui. Donc on peut en conclure que nous avons ces deux niveaux. Nous avons le niveau politique, international, qui a dit au gouvernement Zelensky « N'osez pas ». Et puis il y a aussi les ultranationalistes sur le terrain, qui par leur violence soutiennent en quelque sorte cette position. Et à ce niveau, on dit « Si vous ne le faites pas, alors nous lâchons les chiens ».
Et l'État profond américain savait très bien comment manipuler ces nationalistes. Ils font cela depuis l'époque de la CIA, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire très longue. La CIA a entretenu un mouvement radical de nationalistes ukrainiens tout au long de la guerre froide, et il ne leur a pas fallu grand-chose pour le raviver. Nous savons à quel point les États-Unis exerçaient un contrôle important. Je veux dire, Joe Biden lui-même s'est vanté devant les caméras qu'en tant que vice-président, il avait réussi à faire limoger le procureur général d'Ukraine, qui enquêtait sur les affaires de son fils. L'Ukraine est devenue une sorte de fief. Et il y avait différents niveaux de contrôle. Mais, tu sais, par manque de temps, Benoît, pouvons-nous aussi avancer jusqu'à ces jours fatidiques de 2022, quand les incidents se sont multipliés. Nous avons des rapports de l'OSCE indiquant que les bombardements se sont intensifiés juste avant que les Russes ne décident d'intervenir. Et si l'on combine cela avec ton analyse, l'analyse politique, pourquoi la Russie a-t-elle envahi ou lancé une invasion totale de l'Ukraine à ce moment précis? Quelle est ta conclusion à ce sujet? Juste brièvement, car je n'ai pas terminé, désolé. En octobre et novembre 2021, lorsque la Russie a révélé les échanges qu'elle avait eus avec les Allemands et les Français, ces derniers ont dit « Non, nous n'allons pas pousser l'Ukraine à dialoguer avec les séparatistes ». Donc, pour la Russie, c'était comme une dernière tentative de relancer les accords de Minsk. Et cette réponse des ministères des Affaires étrangères français et allemands a été perçue comme « D'accord, ils ne veulent pas pousser à la mise en œuvre ». Ils l'ont donc publié officiellement pour montrer au monde « Écoutez, l'Allemagne et la France ne veulent pas sérieusement que les accords de Minsk soient appliqués. » Donc je pense que c'était pour eux une façon de faire une déclaration « Voilà, les accords de Minsk sont morts et enterrés. » Voilà. Donc, ils ont ensuite essayé de proposer cet accord aux Américains en décembre, dans lequel les Américains s'engageraient essentiellement à ne jamais permettre à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, car c'était une ligne rouge évidente pour les Russes. Et tout au long de 2021, ce sujet revenait régulièrement. L'Ukraine rejoindra l'OTAN, ce n'est qu'une question de temps. Il est tout à fait naturel que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Parallèlement, les États-Unis ont signé pas un, mais deux accords stratégiques avec l'Ukraine, l'un en septembre et l'autre en novembre. Et nous avons appris par la suite qu'une partie de ces accords stratégiques consistait également à fournir des armes à l'Ukraine. Cela a été reconnu par Anthony Blinken, car il a dit « Oh, nous savions que la Russie allait attaquer. » Mais on peut voir les choses autrement et dire en réalité qu'ils ont tout fait pour provoquer la Russie à attaquer. Parce qu'ils n'ont pas seulement signé ces accords, qui comportaient dans une partie secrète la livraison d'armes, mais depuis l'élection de Biden, depuis qu'il est entré en fonction, en fait, en janvier 2021, quand on regarde toutes les décisions prises par Zelensky immédiatement après, il ferme 3 chaînes d'opposition le 2 février 2021. Ensuite, il s'en prend à Medvedchuk, le chef de l'opposition, et à son principal adjoint, les accusant de haute trahison, ce que je considère comme des accusations fabriquées. Et puis, en mars, à peine un mois plus tard, Zelensky signe un décret qui concerne essentiellement la réintégration de la Crimée, comme il l'avait fait auparavant pour la réintégration du Donbass, et il déclare que la réintégration de la Crimée se fera par tous les moyens, y compris militaires. Ils leur ont donc essentiellement donné par écrit le droit de reconquérir la Crimée par des moyens militaires. Et Zelensky a signé cela. Donc, quand on regarde toutes les décisions qu'ils ont prises en 2021, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire pour provoquer la Russie, non? D'abord. Et puis, en décembre 2021, les États-Unis, en fait, je crois qu'ils ont répondu en janvier, si je me souviens bien,
Quand les États-Unis ont rejeté la proposition de la Russie de ne pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN, je pense que c'est probablement à ce moment-là que la Russie s'est dit « D'accord, que pouvons-nous faire ?» Et je pense qu'à ce moment-là, Poutine a dû se dire « Bon, peut-être qu'on devrait régler ça militairement. » Et en fait, j'ai compris le 7 février 2022 que la Russie avait non seulement intérêt à agir la première, mais à le faire le plus rapidement possible. Je l'ai compris lors de la conférence de presse qu'il a donnée après sa rencontre avec Macron, que j'ai regardé en direct à l'époque, car j'étais responsable des affaires politiques à Odessa pour l'OSCE. Donc je me suis forcé à regarder cela. Et lorsqu'un journaliste français lui a demandé « La question n'est pas de savoir si vous allez envahir l'Ukraine, mais quand ?» Parce que tout le monde en parlait à ce moment-là, n'est-ce pas? Et ensuite, quand on écoute attentivement la réponse de Poutine, il m'a semblé assez clair qu'il considérait l'Ukraine comme une menace, voire une menace immédiate, parce qu'il dit que l'Ukraine a clairement affirmé qu'elle considère la Crimée comme la sienne, mais que nous, Russes, ne sommes pas d'accord. Maintenant, que se passe-t-il si l'Ukraine rejoint l'OTAN et qu'ensuite l'Ukraine décide d'envahir la Crimée parce qu'elle la considère comme sienne? So États-Unis retirent de l'OTAN, soit en guerre avec la Russie. Je me souviens de cette interview. Je me souviens de sa réponse, où il expose la logique pour laquelle il ne peut pas laisser cela arriver. Sinon, la Russie sera en guerre avec l'OTAN. Oui. Et il dit, demandez à vos téléspectateurs ou à vos lecteurs, est-ce vraiment ce qu'ils veulent? Les pays de l'OTAN veulent-ils être directement en guerre avec la Russie? Et vous comprenez, car c'est ce qui est en jeu. C'est le risque. Et puis, une fois que j'ai compris cela, j'ai réalisé que d'accord, les Américains et l'OTAN ont refusé d'exclure l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc ils ne peuvent pas attendre. Ils ont tout essayé. Ils voient que l'Ukraine se réarme. Ils ont signé des accords spécifiques avec les Américains. Ce n'est qu'une question de temps avant que des missiles américains soient déployés en Ukraine. On pouvait le deviner à ce moment-là. Donc je pense qu'ils ont décidé, d'accord, il faut agir. Et il n'y a pas de meilleure option. Et j'ai compris cela à ce moment-là. Et ça m'a même fait peur. Mais j'ai essayé de repousser cette idée au fond de mon esprit. Oh non, non, peut-être que ça n'arrivera pas. Vous savez, même si c'était logique, j'espérais que ça n'arriverait pas. Et puis, à partir du 16 février, il y a eu une recrudescence des violations du cessez-le-feu. Maintenant, si vous vous souvenez, à ce moment-là, les Américains, étrangement, avaient annoncé que la Russie attaquerait ce jour-là. Alors, pourquoi ont-ils fait cette annonce? Cela reste encore un peu un mystère pour moi, même aujourd'hui. Pourquoi les Américains ont décidé d'annoncer à l'avance le jour où les Russes allaient effectivement envahir l'Ukraine? Mais le 16, il n'y a pas eu d'invasion, mais il y a eu une recrudescence des violations du cessez-le-feu qui a d'ailleurs été surveillée par l'OSCE. Mais d'après les statistiques de l'OSCE à ce moment-là, je ne pouvais pas dire qui était aux commandes, qui était responsable. Et puis, cette augmentation des violations du cessez-le-feu a continué le lendemain et ainsi de suite jusqu'au 24 en fait, lorsque la Russie a décidé de lancer ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale. Mais c'est un processus qui s'étale sur 8 jours, et pendant ces 8 jours précédents, on voit les violations du cessez-le-feu augmenter. Et au début, je me suis dit, bon, peut-être que ce sont les Russes qui préparent leur propre offensive. Donc mon idée initiale était que c'était les Russes, très probablement, qui préparaient leur offensive en bombardant. Mais ensuite, en approfondissant réellement les rapports officiels de l'OSCE, que j'ai lus attentivement par la suite, et aussi à travers des discussions que j'ai eues avec des collègues, j'en suis arrivé à une conclusion différente. J'ai conclu qu'il était très probable que ce soit les Ukrainiens qui, à ce moment-là,
provoquaient. Et cela, je l'ai appris de deux sources différentes qui étaient présentes dans l'oblast de Luhansk lorsque tout a commencé à Popasna, la ville de Popasna. Nous avions une base locale là-bas. Et d'après le témoignage d'un collègue, il a dit « Les Ukrainiens bombardent lourdement depuis Popasna ». Et c'est ainsi que cela a commencé. Cela m'a été confirmé par quelqu'un de plus haut placé dans la hiérarchie, qui a dit « Oui, les Ukrainiens ont organisé une provocation depuis Popasna ». J'avais donc deux sources au sein de l'OSCE qui m'ont dit cela. Et puis, quand on regarde les statistiques des violations du cessez-le-feu, et je sais très bien comment elles sont compilées, je sais comment ça fonctionne, et je sais aussi très bien où toutes les caméras de l'OSCE étaient déployées, car nous surveillons une grande partie des violations du cessez-le-feu avec des caméras. Maintenant, pendant la journée, chaque fois que nos propres observateurs, lors d'une observation humaine, disent « Oh, j'ai entendu une explosion venant de cette direction », on ne peut pas dire avec certitude si c'est un tir sortant ou entrant. Et selon la façon dont on l'interprète, cela change complètement la manière dont on comprend l'information dont on dispose, n'est-ce pas? Donc c'est pas fiable. En d'autres termes, ce n'est pas fiable. La seule chose qui soit fiable à 100%, ce sont les données des caméras la nuit. Parce que lorsque les gens se bombardent la nuit, pour viser, ils utilisent des fusées éclairantes. N'est-ce pas? Donc certains des obus qu'ils utilisent contiennent des fusées éclairantes, ce qui signifie qu'ils peuvent suivre la trajectoire dans le ciel. Et donc, nos caméras pouvaient parfaitement localiser cela. Et en fonction de l'emplacement des caméras, quand on les connaissait, ce qui était mon cas, et comme nous savions parfaitement où se trouvaient les positions des deux camps, nous avions une carte de tout cela. Je savais qui bombardait qui. Et comme je l'ai dit dans la conclusion de mon livre, chaque fois que nous avions ces observations nocturnes par caméra, c'était principalement les lignes ukrainiennes qui bombardaient les lignes séparatistes. Donc, la conclusion était que c'était très probablement l'armée ukrainienne qui avait organisé cette provocation, comme si elle voulait que la Russie attaque. Définir une provocation afin de s'assurer qu'il franchirait la ligne, pour s'assurer que la Russie attaquerait. Et le moment où ces chars ont franchi la frontière a été celui où à Washington et à Bruxelles, on a débouché les grandes bouteilles de champagne. Parce que c'est ce qu'il fallait. C'est à ce moment-là que vous n'avez plus du tout réfléchi. C'est qu'ils voulaient que cela arrive. Parce que si vous provoquez la Russie à attaquer, alors vous présentez l'Ukraine comme une victime aux yeux du monde entier. Et les gens ne voient que cela. Les personnes qui ne suivent pas les détails voient seulement « Oh, la Russie envahit sans raison. Son voisin, c'est horrible, n'est-ce pas ?» Et tout le monde est choqué. Et tout le monde pense que la Russie a tort et qu'ils sont des barbares. Et puis, il y a eu toute une série d'événements spécifiques qui, dans la plupart des cas, à mon avis, ont été organisés par le système ukrainien. Des provocations organisées. Butcha, par exemple, la gare de Kramatorsk, dont je parlerai dans mon prochain livre. Parce que j'ai aussi enquêté sur ces événements, et j'ai conclu que beaucoup de ces événements sont très suspects, à bien des égards, et me semblent être des provocations du côté ukrainien pour présenter les Russes comme des barbares avec lesquels on ne pourrait pas négocier. Je veux dire, prenez le timing de Butcha. Butcha survient justement au moment où les Ukrainiens et les Russes sont proches d'un accord à Istanbul. Et comme signe de bonne volonté, au départ, c'était un signe de bonne volonté de la part de Poutine, il retire toutes ses troupes du nord de l'Ukraine autour de Kiev. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Le même jour, toutes les forces sont parties. Selon la partie russe, c'était une façon de montrer à la délégation ukrainienne qu'ils avaient réellement l'intention de respecter l'accord, qui était le meilleur accord auquel l'Ukraine pouvait espérer.
parce qu'ils avaient accepté, j'ai même eu du mal à le croire en le lisant, ils avaient accepté de se retirer derrière la ligne du 24 février 2022. Ce qui m'a vraiment étonné. Mais ils étaient prêts à le faire en échange de l'engagement de l'Ukraine à ne jamais rejoindre l'OTAN et à réduire ses propres forces armées. Pour signer son accord de neutralité. Et ils y étaient presque. Ils étaient si proches. Ils y étaient presque. Et puis, quelques jours plus tard, il y a Bucha. Et Boris Johnson vient rendre visite à Zelensky et lui dit « Oh, vous ne pouvez pas négocier avec les Russes. Nous allons vous aider à vous défendre avec des armes de l'OTAN et vous allez gagner cette guerre. » Et il y avait beaucoup de gens, y compris aujourd'hui, qui me disent « Mais comment peut-on négocier avec les Russes après Bucha ?» Donc, vous savez, cui bono, comme on dit en latin, n'est-ce pas? À qui profite le crime? Et dans ce cas, on voit clairement que Bucha a profité à qui? Aux personnes qui ne voulaient pas qu'un accord de paix soit signé avec la Russie. Ces personnes ont tiré profit de Bucha. Et encore une fois, quand on examine la situation, il y a beaucoup de choses suspectes à Bucha. Je ne dis pas que les troupes russes n'ont rien fait de mal. Elles ont peut-être commis certains crimes là-bas, mais pas à l'échelle de ce qui a été allégué. Et je pense qu'au moins une partie de ce qui s'est passé à Bucha a été en grande partie une fabrication des autorités ukrainiennes. Et cela, encore une fois, est un point que je démontre dans mon prochain livre. Il y a encore tellement de choses à analyser. Et Benoît, je te suis vraiment reconnaissant de nous donner ce témoignage et d'avoir écrit ce livre. C'est ton premier livre sur ta mission à l'OSCE. Il a été publié à l'origine en français, mais il est maintenant traduit en anglais. Il faudra absolument qu'on ait une deuxième discussion. Mais pour ceux qui souhaitent lire ton livre en anglais, où peuvent-ils le trouver? Pour l'instant, n'hésitez pas aimable que sur Amazon. Sur Amazon. D'accord. Je mettrai le lien Amazon du livre dans la description pour que les gens puissent le trouver. Aussi, si quelqu'un souhaite vous contacter, il peut passer par moi et j'établirai la connexion, car je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par ce sujet. Nous devons avoir une autre discussion. De plus, ce que vous avez observé est directement lié à ceux qui ont tenté d'analyser d'autres aspects des développements politiques, y compris M. Katsanovski sur le Maïdan et Nikolai Petro sur l'évolution générale de la situation politique. Et tout cela ramène à des personnes qui ne veulent tout simplement pas que ce conflit se termine pacifiquement. Et c'est très triste. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce stade? Je voulais simplement dire que vous avez mentionné Ivan Kachanovski. J'ai le plus grand respect pour son travail, car j'ai en fait lu l'intégralité de sa thèse très tôt, en 2016. J'ai découvert son travail à la fin de 2015 et je l'ai entièrement lu en 2016 et j'ai le plus grand respect pour lui. J'ai vu que vous l'aviez interviewé sur votre chaîne et j'ai été heureux de le constater. Les personnes qui s'intéressent à la vérité, à savoir ce qui s'est réellement passé et pourquoi, feront du bon travail. Et Ivan Kachanovski en fait partie, tout comme vous. Benoît Paré, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation.